Well, we want to welcome everyone to a conversation that we're having on racism and justice. Nous voulons vraiment accueillir chaque personne à cette conversation sur le racisme et l'injustice. And we've got a number of people from our church, Hillsong France, Nous avons différentes personnes de notre église, Hillsong France, and from different campuses, de différents campus, even from Switzerland. et aussi la Suisse. And we really believe this conversation is important. Et nous croyons vraiment que cette conversation est importante. And just to begin the conversation, just to say that we want to see racism eradicated. Et pour vraiment commencer, on voudrait vraiment dire que nous souhaitons vraiment que le racisme soit quelque chose qui soit éradiqué. And I want to believe this conversation will help people. Et j'ai vraiment à cœur que cette conversation puisse aider un bon nombre de personnes. And I believe we've got so much to learn about this subject. Et je sais que nous avons tant à apprendre sur ce sujet. And we want to have ears to hear. Et nous voulons avoir des oreilles afin d'entendre. And I really pray this would bring change. Et je prie que ça puisse apporter un changement. And around the world, Bien sûr, autour du monde, we're definitely seeing how racism has affected life. on voit à quel point le racisme affecte les vies. And also in our nation. Et aussi dans notre nation. And that's why I think it's so important to have this conversation Et c'est pour today. ça que je pense que c'est tellement important d'avoir cette conversation aujourd'hui. So we're really praying Donc nous prions and believing that this would help. et vraiment croyons que cette conversation va aider. And we're really praying that God would anoint this Et conversation. nous prions que Dieu puisse oindre cette So I just conversation. want to thank everyone for being involved. Donc bien sûr, je veux remercier toutes les personnes qui sont présentes et qui vont partager. And I believe we're going to hear from all different areas that is so going to help us on Et this on journey, va entendre différentes choses, différents domaines qui vont finalement vraiment nous aider sur ce cheminement. individually and as a church. Ouais, de façon individuelle et aussi en tant qu'Église. So I'd love to pray Donc je voudrais commencer par prier. just as we begin. Alors que nous commençons. And so come, why don't we pray? Donc prions. So Father, we pray right now Et donc prions, Seigneur, nous prions maintenant. in the mighty name of Dans le Jesus. nom de Jésus. And Lord, we pray, Lord God, that Lord, we would learn and this conversation would help us. Et nous prions que nous allons apprendre et que cette conversation nous aidera. We want to believe from the very beginning, Lord God, that racism would be eradicated. Ouais, nous prions vraiment que il en soit fini avec le racisme. Lord God, that walls would come down Que les murs tombent and you'd help us, et que tu nous aides Lord God, to be united afin d'être unis and to see a difference here. et de voir une différence. Lord God, we declare the name of Nous Jesus déclarons le nom de Jésus over this conversation. au niveau de cette conversation. Amen. 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 Well, we're going to have a conversation right now, Donc cette conversation, on va la voir maintenant. and Cami and I, Et moi et Camille. and we're going to hand to one of our pastors in Lyon, Fabrice. Et nous allons donc donner la parole à Fabrice, qui est notre pasteur dans notre équipe à Lyon. And I believe he's going to lead us in a very important Et il va conversation nous aider dans cette conversation à la l'idée de façon qu'elle est importante. with a number of great people in the life of our Avec church. un nombre de personnes extraordinaires dans la vie de notre église. So going to hand to Fabrice right now. Donc ouais, Fabrice, je te laisse la parole. Go for it, Fab. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Brian et Camille. Merci encore une fois d'ouvrir la conversation et de créer l'espace, comme ici aujourd'hui, de manière virtuelle, pour qu'on puisse parler de ces choses et qu'on puisse continuer à avancer sur ce cheminement, comme tu l'as dit, Brandon. Et je suis super honoré de pouvoir être avec des gens, comme tu disais, de super qualité dans la vie de notre Église. Des gens qui ont fait le chemin avec nous depuis plusieurs années déjà, dans différents campus. Donc, je vais prendre rapidement un peu de temps pour les présenter chacun. Et ensuite, on va rentrer dans le concret de la conversation, car ils ont chacun des choses vraiment pertinentes à nous apporter. Donc, je vais commencer déjà par toi, Olivier. Olivier, il fait partie de notre campus à Lyon. Moi, je l'ai connu à Paris. À l'époque, il était principal d'un collège en Seine-Saint-Denis, donc ça fait plus de 20 ans, si je ne me trompe pas, d'expérience et de carrière dans l'éducation et la pédagogie. Et surtout, ce qui est super pertinent pour nous aujourd'hui, c'est que tu es docteur en histoire et qu'avec toi, on va en apprendre beaucoup plus au niveau historique sur ce problème justement du racisme, de l'esclavage et de la colonisation et toutes ces choses. Donc, on a super hâte pour ça. On a également avec nous de notre campus de Paris, Bidia et également Jean-Louis qui vont intervenir dans un second temps, qui sont des personnes incroyables, qui sont des leaders au sein de notre équipe à Paris. Et tous les deux sont entrepreneurs, tous les deux ont leur propre entreprise. Et si je ne me trompe pas, Bidia, toi, c'est en conseil auprès des entreprises et en conseil en images.
et toi, Jean-Louis, plus au niveau économique. C'est ça, consultant en économie. Et ça, c'est juste top parce que vous allez pouvoir nous partager des témoignages et de votre propre vécu par rapport à cette notion de racisme ordinaire, en fait. Et ensuite, on a également Roxane avec nous. Roxane fait partie de notre campus à Lyon. Donc, je la côtoie un peu plus également parce que moi-même, je suis basé à Lyon. Et on a autre chose en commun, c'est qu'on vient toutes les deux d'un département d'outre-mer. Moi, je viens de l'île de la Réunion. Roxane est originaire de la Martinique. Donc, on a un peu d'histoire commune par rapport à juste l'identité des territoires là où on a grandi. Et ce qui est super avec Roxane, c'est en plus, elle est psychothérapeute. Avec une spécialité notamment en psychotraumatologie. Et donc, ce qu'on va essayer vraiment de comprendre avec elle, c'est justement ce traumatisme-là qu'on a l'impression qu'il explose d'un coup aux yeux du monde, d'où il vient, d'où il tire ses racines et comprendre pourquoi c'est maintenant et peut-être pas avant, mais que vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est au niveau du traumatisme, il y a des clés et tu vas utiliser autant ton vécu que ton expérience au niveau de la psychologie pour nous expliquer ces choses et ça, c'est juste génial. Et on a également, pour terminer, Wendy, qui est basée à Genève, qui a grandi à Genève, qui fait partie de notre campus, de notre église à Genève et qui est avocate et qui en ce moment qui est juriste dans le domaine financier. Et ce qui est génial, la question que j'ai posée à Wendy, c'est vraiment en tant que femme de loi, en tant qu'avocate, on veut vraiment que tu puisses nous parler justement du problème qu'on voit en ce moment et qui apparaît au niveau de la justice. On l'identifie réellement comme un problème au niveau de la justice et de l'égalité. Et tu vas pouvoir nous apporter encore des clés pratiques par rapport à tout ça et c'est juste génial. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de chacun des intervenants aujourd'hui et on va commencer par l'histoire, comme je disais. Je pense que comme on conversait avec Olivier, c'est important que chacun se réapproprie l'histoire autant de son territoire, l'histoire de son pays, mais également même sa propre histoire. Parce que comme je le disais avant, peut-être que ma propre histoire, même étant français, c'est pas la même que celle d'Olivier, c'est pas la même que celle de Lydia ou de Jean-Louis. Voilà, on n'a pas grandi au même endroit, mais on a cette histoire commune de la France. Et la question aussi, c'est celle-là, c'est que souvent, on a cette question qui dit oui, mais ce qui se passe en ce moment, c'est aux États-Unis. Nous, on n'est pas dans le même contexte. La France est un pays différent. Donc, on n'oublie pas bien entendu la Suisse et le Luxembourg et nos campus là-bas, mais simplement pour cette conversation, on a un focus plus important sur la France, qu'on sait qui est le grand pays colonial et qui a un peu influencé peut-être également les autres pays francophones. On pourrait parler de la Belgique, mais on n'a juste pas le temps de se concentrer sur tous les pays francophones. Mais on pense que c'est important de se réapproprier l'histoire de la France aujourd'hui. Peut-être en quelques événements clés, en quelques dates clés. Olivier, vraiment en utilisant ton arrière-plan d'historien, vraiment nous raconter l'histoire de la France au niveau de l'esclavage, la traite négrière et tout ce qui est l'empire colonial. Alors, en France, la première chose, c'est que c'est compliqué de regarder ce passé en face parce que la République française, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, met en avant le fait que la citoyenneté ne dépend pas ni de la race, ni de la religion, ni de la situation sociale de chaque personne. Qu'il y a un seul citoyen, quelles que soient ses origines. Et ça, je crois que c'est quelque chose de noble et qui permet de rassembler les gens. Maintenant, donc, il a fallu tout un processus depuis l'abolition de l'esclavage en 1848 pour que notre mémoire s'approprie le fait que ce n'était pas aussi simple que ça, que c'était plus complexe. Et que l'histoire de France, effectivement, était une histoire d'un pays qui a été un pays, une nation qui a pratiqué l'esclavage, l'histoire, une nation qui a pratiqué la colonisation. C'est-à-dire qu'elle a constitué un lien de subordination, voire un lien de captivité avec un certain nombre des personnes qui vivaient dans les territoires qui lui appartenaient. Et bien sûr, aujourd'hui, les choses évoluent, mais on voit bien dans les événements récents que ça ressort et que tout ça n'est pas résolu. Dire aussi, avant d'introduire juste quelques dates, que c'est à partir de 2002 seulement, finalement c'est assez récent, que dans les programmes scolaires, on traite la question de la traite négrière. C'est donc assez récent, à l'échelle bien sûr, de l'école française, qui est devenue laïque, gratuite et obligatoire en 1881-82. Autrement dit, il a fallu presque 150 ans pour arriver à s'approprier ces questions-là. Alors, sur le plan de l'histoire, 2 points. Effectivement, la France a été une nation esclavagiste. Il faut le dire clairement, et au plus haut sommet de l'État, ça a été une politique qui a été décidée d'abord à l'époque de Louis XIII, donc du roi Louis XIII au XVIIe siècle,
sous Richelieu, parce que la France, à partir de 1625, a pris possession aux Antilles et elle a pris possession de territoires que vous connaissez bien. Roxane, notamment, on en a parlé tout à l'heure. À partir de 1625, 1635 en Guadeloupe, 1637 en Martinique. Et à partir de là, la France a choisi d'exploiter ces territoires. Au départ, elle a choisi de les exploiter avec une main-d'œuvre, je dirais, de colons, c'est-à-dire de Français qui venaient s'implanter. Mais c'était difficile, compliqué, parce qu'on voulait cultiver la canne à sucre, notamment, et que ça demandait énormément de main-d'œuvre, énormément d'efforts. Et il y a eu un calcul économique sous l'impulsion notamment d'armateurs français qui appartenaient à la façade atlantique notamment et qui souhaitaient développer ce commerce. Et effectivement, le calcul qui a été fait, c'est qu'il était plus rentable. C'est terrible ce que je dis, hein, bien sûr, c'est pas ce que je pense, c'est ce que je dis, et malheureusement, d'utiliser des personnes en esclavage pour pouvoir pratiquer effectivement la culture intensive de la canne à sucre sur ces territoires-là. À partir de là, la France est entrée dans la traite négrière et elle est entrée donc dans le fameux commerce triangulaire, donc entre les ports français, plus particulièrement de la façade atlantique, puis l'Afrique pour y prélever des esclaves, et ensuite ces esclaves sont venus travailler dans les Antilles, se rendre compte quand même qu'entre 1713 et 1791, 1 million d'esclaves sont arrivés aux Antilles. Avec tout le respect que j'ai pour ces merveilleux territoires, c'est des toutes petites îles. On imagine bien la quantité de population que ça représentait. Alors, qui dit Antilles dit Martinique, Guadeloupe. On pourrait parler de l'océan Indien, de l'île Bourbon, effectivement, qui est devenue la Réunion. Et puis, on ajoutera évidemment aussi Haïti, aujourd'hui, qui à l'époque était Saint-Domingue et qui appartenait aux Français jusqu'en 1804. Donc, cette culture a été une culture qui a rapporté énormément d'argent. Rendez-vous compte, quand vous réfléchissez, cette traite négrière, ça représentait 16 millions de livres de recettes en 1716, en 1780, 200 millions. Donc, la traite négrière a permis l'enrichissement de la nation. Et pour pouvoir codifier le statut des personnes donc, qui étaient utilisées comme esclaves, la France a produit le code noir, le code d'esclavage. Et ça, c'est quelque chose de terrible parce qu'on lit dans ce code que l'esclave n'est pas un homme, mais c'est un bien meuble. Autrement dit, ce code transforme un homme en une chose. Déshumanise. La déshumanise. C'est terrible. C'est terrible parce qu'une nation chrétienne, dont le roi était catholique à l'époque, décide, pour des sombres raisons économiques, de transformer des hommes en choses, en machines, en ce qu'on veut, mais en tout cas pas en êtres humains. Et ça, c'est quelque chose qui a mis du temps à être réapproprié dans la mémoire nationale. Et effectivement, on en a parlé avec Fabrice, dans les territoires, Guadeloupe, Martinique, Réunion, par contre, c'est quelque chose qui est vivace, parce qu'évidemment, dans ces territoires-là, ça a été vécu. Et la France a été plus loin, parce que à partir du 19e siècle, la France s'est lancée dans la colonisation. La colonisation, ça a été la conquête progressive à partir de 1830 de l'Afrique du Nord, puis de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique équatoriale, de l'Afrique centrale, du Vietnam, Cambodge, Laos actuel, donc l'Indochine. Et dans ces territoires, la France a exploité ces territoires pour ses matières premières. Elle les a exploités et il lui a fallu, là encore, compter sur les main-d'œuvre locales. Alors, comme on est au 19e siècle, après l'abolition de l'esclavage, en 1848, on ne réitère pas l'esclavage. En revanche, on édicte un code, en 1881, un nouveau code, qui est le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat transformait les habitants de ces territoires, non pas en citoyens comme tout autre citoyen, mais tout simplement en des individus qui avaient une certaine infériorité, qui n'avaient pas les mêmes droits, qui n'avaient pas les mêmes peines, qui n'avaient pas les mêmes amendes, que le code de l'indigénat tolérait même les châtiments corporels pour les habitants de ces territoires. Et donc, sous le régime colonial français, pour l'exploitation de ces colonies, on a une nouvelle fois, bien que nous étions en régime républicain, autorisé finalement qu'il y ait un code d'infériorité pour les individus qui étaient originaires de ces territoires. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué durablement l'histoire de France. Se rappeler qu'en 1931, à Paris, il y a une exposition coloniale où sont exposés les habitants de ces territoires, comme dans, je vais dire quelque chose de terrible, mais presque on allait les voir comme on irait dans une exposition ou un zoo. Et c'est terrible parce qu'on voit encore qu'au milieu du XXe siècle, avant la Deuxième Guerre mondiale, cette relation d'infériorité demeure. Autrement dit,
Si la France avait annoncé des grands principes, eh bien, on se rend compte que dans la réalité, à la fois avec l'esclavage et avec le code de l'indigénat, la France a été durablement touchée par une relation déséquilibrée et une relation qui ne considérait pas les habitants de ces territoires comme des êtres à égalité, bien que pourtant dans la République française, c'était dans ces principes. Et ça, c'est quelque chose qui a mis du temps. Le code de l'indigénat a été aboli en 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, hein, et donc la traite a été, et donc l'esclavage aboli en 1848. Mais vous voyez qu'il y a encore un long chemin. Donc tout ça reste dans notre inconscient collectif. Et puis ensuite, suite à ça, bien sûr, tu as le début aussi de la décolonisation à partir des années 50-60, où là, les pays deviennent au fur et à mesure indépendants, les pays qui avaient été colonisés en Afrique. Mais c'est ça qui est important, c'est quand on écoute tous ces faits historiques, on se rend compte que encore aujourd'hui, déjà, c'est pas si vieux. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on est le produit de notre histoire, en fait. Et ce que je trouve super intéressant, c'est de se réapproprier ces choses pour mieux comprendre et pour du coup mieux s'éduquer sur ces choses. Et j'aimerais te poser une question plus spécifique. On en a parlé, Olivier, mais nous, en tant qu'Église, on aimerait aussi comprendre et voir peut-être au niveau historique, sans jugement, mais simplement, encore une fois, l'histoire, il faut la comprendre dans sa globalité. Autrement, on ne peut pas comprendre aujourd'hui ce que tous les tenants, les aboutissants et les enjeux. Quel a été le rôle spécifique ou la position des églises au moment de cette histoire un peu compliquée dans la vie de notre pays? Les églises ont dû tracer leur route, ce qui n'a pas été simple, évidemment, parce que, notamment dans le mouvement de colonisation, elles étaient liées au départ à l'implantation, finalement, des populations coloniales dans ce territoire. Mais les églises ont beaucoup contribué à l'émancipation. Un historien, Patrick Cabanel, dit que si la colonisation s'arrête, la mission continue. Autrement dit, les églises ont contribué petit à petit à faire prendre conscience d'abord que les populations qui vivaient sur ces territoires, c'est la controverse de Valladolid, on est au XVIe siècle, étaient des hommes qui avaient une âme, comme tous les autres hommes. Et cette prise de conscience-là a permis déjà de pouvoir les autoriser à recevoir l'évangile, à recevoir la mission, à être éduqués. Les églises ont fait un énorme travail aussi du côté de l'éducation et des écoles. Et puis, par exemple, les missions protestantes au XIXe siècle ont joué un rôle très important, par exemple, dans l'apprentissage de la lecture. Autrement dit, dans la capacité pour les populations locales de pouvoir accéder au savoir. Pourquoi? Parce que pour lire la Bible, il faut savoir lire. Et puisque la Bible était au cœur de la foi, il fallait bien apprendre à lire. Mais apprendre à lire, c'est s'émanciper. Et donc, les églises ont joué un rôle dans ce domaine-là. Et puis, dernier point, je dirais, et ça a davantage été du côté des missions catholiques, il y a eu un gros travail aussi qui a été fait par les églises de reconnaissance de la culture locale, de codification de la grammaire, de mise en œuvre d'une politique de promotion de la culture locale et d'un clergé indigène. Aujourd'hui, on s'en rend compte, puisque aujourd'hui, c'est extraordinaire, puisqu'on se rend compte que nos églises en Europe, avec le mouvement d'immigration, je n'ai pas le temps bien sûr de développer, eh bien, nos églises sont à l'image finalement de toutes ces églises qui sont nées sur tous les territoires qui étaient jadis des colonies ou jadis des terres d'esclavage et qui aujourd'hui nous amènent la force de la foi. Donc je dirais que les églises ont joué un rôle majeur dans l'émancipation. Ok. Est-ce qu'elles ont été à un moment donné en opposition au pouvoir ou est-ce qu'elles ont été comment elles ont pu Ça a dépendu des circonstances, oui. À certains moments, notamment dans le mouvement de décolonisation, il y a eu une volonté de promouvoir la construction d'une nation locale. Beaucoup d'ailleurs des premières élites, notamment en Afrique à partir de 1960, étaient des produits de l'éducation des différentes écoles religieuses dans lesquelles ils ont été. Et dans d'autres situations, ça a été plus tendu, notamment en Amérique du Sud. Mais voilà, ça dépend vraiment. Là, il faudrait rentrer dans un détail vraiment précis. Mais en tout cas, moi, je crois que la force de l'Évangile a permis de dépasser tout ça, parce que quand on met Jésus-Christ au centre, et ça, c'est quelque chose d'important, eh bien, il peut se passer quelque chose même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Super. Merci beaucoup, Olivier, pour ce regard vraiment historique sur tous les faits. Et voilà, moi, la note vraiment d'espoir que je trouve là-dedans, on en parlait, hein, mais même si c'est récent par rapport à se réapproprier cette histoire, même au niveau de l'éducation, on le voit aujourd'hui, hein, quand il y a des manifestations et qu'il y a des rassemblements, les gens sont même étonnés de se dire mais il y a énormément même de jeunes blancs et c'est majoritairement la jeunesse qui est là. Et ça, c'est aussi un travail du fait que les gens sont au courant et qu'ils savent
ils savent l'histoire de leur pays peut-être beaucoup plus que les générations précédentes. Et du coup, ils se rendent compte qu'il y a des choses qui sont juste pas normales et pour lesquelles il faut que ensemble on se tienne pour demander justice, égalité. Et voilà, parce qu'ils sont au courant de leur histoire. Et ça, c'est aussi le travail de la pédagogie qui a fait que, merci Seigneur, au moins c'est ouvert maintenant et c'est enseigné dans les écoles et on peut en apprendre plus, même si c'est récent, mais au moins c'est ouvert et ça c'est génial, c'est juste top. On va poursuivre cette conversation. Je vais m'adresser maintenant plus spécifiquement à Bidia et puis ensuite à Jean-Louis. La question que je leur ai posée concrètement, c'est est-ce qu'ils avaient un exemple, nous parler de leur propre expérience, peut-être dans le milieu professionnel, milieu amical, milieu familial, peu importe le milieu, mais vraiment cette idée de racisme ordinaire ou de racisme systémique. C'est-à-dire, souvent on entend cette question, oui, mais en France, c'est pas pareil. Chez nous, ça se passe pas comme ça. Un peu comme l'évoquait Olivier, c'est-à-dire que nous, chez nous, il y a une seule notion de citoyen et on prend plus en compte ni la couleur de peau, ni les origines, ni toutes ces choses-là. Et surtout, on se met des fois peut-être un peu en opposition par rapport à l'histoire d'autres pays. Mais la réalité, c'est que ce racisme, il est partout dans le monde et c'est comme une gangrène en fait. Et ce qu'on aimerait faire là, c'est peut-être ouvrir les yeux et comprendre que ça existe encore aujourd'hui. Et c'est pour ça, et ce qui est vicieux, c'est qu'il s'appelle ordinaire, justement. C'est qu'il passe limite dans la vie courante et on s'en rend même plus compte. Donc, Bidia, peut-être si on commence par toi et ensuite je te laisserai enchaîner directement, Jean-Louis, mais peut-être juste un exemple, quelque chose, un événement marquant pour nous aider à mieux comprendre. Oui, bien sûr. Ben, moi, c'est plutôt dans le cadre de mes activités de conseillère en images, pour donner un exemple assez récent, parce que je pense qu'en tant que femme noire, on a toutes été confrontées à des réflexions sur nos cheveux, à des réflexions sur t'es belle pour une noire ou t'es intelligente pour une noire. Donc, je vais passer justement ce racisme ordinaire qui est devenu tellement quotidien qu'on apprend limite à vivre avec. Mais l'exemple assez récent, c'est donc dans le cadre de mes activités, j'ai suivi une formation. Et au sein de cette formation, on apprend à peindre la couleur des gens pour pouvoir après leur prodiguer les meilleurs conseils en termes de tenue vestimentaire, d'esthétique, enfin, tout ce qui a attrait à l'image et à l'allure. Et la première fois qu'on a fait cet exercice avec des camarades, j'avais une camarade donc, qui n'arrêtait pas de répéter en peignant mon teint, c'est compliqué de faire le marron, c'est compliqué de faire le marron. Et à un moment, donc l'offense montait dans mon cœur parce qu'on n'entend pas, c'est compliqué pour peindre un visage. J'ai dû lui dire, mais en fait, arrête de dire ça parce que j'ai l'impression que mon teint n'est pas normal. Et donc, c'est vraiment un petit peu ces réflexions qui peuvent surgir comme si automatiquement, dès qu'on est confronté à une personne noire, c'est plus compliqué. Et pour vous dire, on a été amené à passer des examens et donc on devait amener des modèles. Et donc moi, j'ai choisi ma fille qui a 16 ans comme modèle, qui devait donc du coup être attribuée à une autre camarade. Et des personnes de ma promotion ont dit, j'espère ne pas tomber sur la fille de Bidia. Donc, il y a vraiment ce côté où, en tant que mère, déjà, c'est choquant d'entendre ce rejet de son propre enfant. Mais en vrai, c'est même pas dans le cœur des gens, c'est pas méchant. Mais c'est vraiment, finalement, cet inconscient qui, pour eux, le noir, c'est beaucoup plus compliqué. Et il a fallu, donc, pendant le confinement, que la directrice de formation, donc, qui est une spécialiste de la colorimétrie, fasse une vidéo en prenant comme modèle un homme noir, en peignant son teint pour montrer à tout le monde que, mais en fait, c'est pareil pour tout le monde. C'est la même technique. Bien sûr, c'est quelque chose de technique, mais c'est pas plus compliqué quand c'est un homme noir. Il y a vraiment dans cet inconscient le fait qu'on associe noir à quelque chose de plus compliqué, de plus bizarre, de différent, qui est inconscient, mais qui nous, dès qu'on le reçoit, est vraiment offensant en fait. Ouais. Wow. Et merci Bidia, en tout cas, c'est incroyable. Et pour poursuivre un peu dans cette idée-là, moi, c'est vrai que je crois que j'ai vécu un acte qui à jamais me restera dans la mémoire parce que c'était il y a quelque temps rencontrer une personne qui me voit et qui commence à faire des bruits de singe et qui me dit rentre chez toi, tu n'es pas le bienvenu, sale noir. Et j'avoue que c'était très impactant pour moi parce que j'étais en face de quelqu'un qui me voyait moi en tant qu'être humain et qui se considérait supérieur à moi. Et malheureusement, j'ai envie de dire qu'on est tellement apprêté à voir tellement de choses qu'au final, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Et ce n'est même pas un acte que finalement j'ai gardé dans le cœur parce que finalement, au quotidien, on est habitué finalement à voir tellement de choses se répéter. Et moi, je suis consultant, j'ai créé mon entreprise. Et tu disais, Fabrice, que parfois, on a l'impression que ça n'existe plus. Et je dirais que parfois, c'est tellement subtil qu'au final, tu n'as même plus envie de te dire que c'est raciste parce que sinon, on va te traiter de parano. Mais je sais très bien, je suis bien conscient que lorsque je fais un devis pour un client
le client qui peut me reconnaître le travail excellent, mais quand je vais mettre le tarif, il ne sera pas forcément prêt à débourser le même montant qu'il serait prêt à débourser pour quelqu'un d'autre parce que je ne sais pas. Je n'arriverai jamais à le dire parce que lui-même, il ne me le dira jamais directement. Mais je suis bien conscient qu'au quotidien, il faut faire 2 fois plus d'efforts, il faut être 2 fois plus motivé pour réussir à accomplir les choses que plein de collègues, de camarades de classe avec lesquels je suis ont pu accomplir toutes ces choses-là. Mais moi, sur mon chemin, je sais que j'aurai des obstacles. Malheureusement, c'est été intégré et je fais avec, je vis avec. Et c'est même plus finalement quelque chose de négatif pour moi, c'est quelque chose qui m'aide à me motiver, au contraire, qui m'aide à me surpasser parce que je me dis, peu importe, il n'y a personne qui réussira à me stopper. C'est la voie que le Seigneur a tracée pour moi. Mais c'est quelque chose qui existe et dont il faut parler, c'est sûr. C'est ça, c'est quelque chose qui est réel. Et quand on en parlait avec Bidia et Jean-Louis, l'idée là, c'est absolument pas de créer un sentiment de honte par rapport à quelqu'un qui dit peut-être, voilà, moi j'ai peut-être été coupable ou je me suis, voilà, parce que c'est ordinaire et parce que c'est tellement inconscient, des fois j'ai été peut-être raciste dans mes propos ou dans ma façon d'agir. Ou alors, à l'inverse, je me suis jamais rendu compte à quel point pour un homme et une femme noire, c'était difficile. Il fallait donner 2 fois plus, 3 fois plus pour prouver qu'on était digne et capable de faire la même chose ou d'être au même niveau socialement ou au niveau de l'entreprise, peu importe les domaines. Mais l'idée là, c'est pas de mettre de la honte. L'idée, c'est pas non plus de stigmatiser les blancs. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une vraie prise de conscience et que les gens se rendent compte que c'est ordinaire et c'est bien ça le problème et que ça arrive quasiment au quotidien et qu'à un moment donné il faut que ça s'arrête et comme on le disait au début de cette conversation, on veut voir le racisme éradiqué et on veut que ça s'arrête et qu'il soit ordinaire ou au plein jour et à vue de tous, c'est la même chose, il faut que ça s'arrête et merci d'avoir ouvert vos cœurs et merci d'avoir partagé ces choses qui ne sont pas forcément évidentes. Et comme tu l'as dit, Jean-Louis, souvent c'est justement intégré et on passe dessus et on n'a pas envie de l'évoquer ou d'en parler autour de nous. On sait, c'est juste, voilà, on sait juste qu'on doit vivre avec. Et à un moment donné, on est dans cette situation où on ne veut plus que les hommes et les femmes noirs soient forcés de vivre avec ces choses-là. On veut que ça change et que ça évolue dans le bon sens. Donc, merci encore une fois. Et ça me permet de rebondir directement sur le sujet suivant avec Roxane. Donc, comme je disais, Roxane, toi, tu as vraiment cet arrière-plan de psychothérapeute et notamment avec une spécialisation en traumatologie. Donc, mon point, enfin, la chose que j'aimerais développer avec toi, la chose qui serait vraiment super intéressante, c'est que pour beaucoup, en fait, notamment ceux qui ont la peau blanche, on a l'impression que les événements récents, ça arrive comme un choc ou comme une surprise en disant mais je suis pas raciste, j'ai jamais été esclavagiste, voilà, c'est pas mon histoire personnelle à moi, et j'ai des amis noirs autour de moi et je comprends pas pourquoi eux m'en ont jamais parlé et pourquoi tout d'un coup il y a comme une mise en lumière, comme une explosion et on se rend compte qu'il y a comme un traumatisme qui remonte d'un coup et alors en utilisant encore une fois ton vécu et ton expérience en tant que psychologue, est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être qu'est-ce qui se cache derrière cette résurgence du traumatisme en ce moment chez les hommes et les femmes noirs, dans tous les pays et dans toutes les générations? C'est vrai que, comme l'a dit Olivier, en fait, pendant tous ces siècles d'esclavage, on a assisté vraiment à une déshumanisation de l'homme noir. Et cette déshumanisation, ça a été de se dire, en fait, là, c'est pas un humain, c'est un meuble, c'est un animal. Regardez son corps, il est fait pour ça, mais en même temps, regardez son cerveau, il est plus petit. Enfin, vraiment, on a vraiment eu une déshumanisation. Et cette déshumanisation ainsi que la violence de l'esclavage ont engendré des séquelles directes et immédiates pour les esclaves de l'époque. Donc, un état de stress permanent, une chute de l'estime de soi, donc ce sentiment d'infériorité, une confusion identitaire et des conduites de soumission. Et puis, du côté des Blancs, il y a eu des fausses croyances, du coup, notamment avec une hiérarchisation des races et tout un tas de préjugés, comme Olivier a pu le dire. En psychologie, on dit qu'il y a trauma quand le sentiment de sécurité interne a été cassé. Pour moi, il est évident que ces hommes, ces femmes, ces enfants esclaves, ce qu'ils ont vécu, donc le déracinement de leur pays, la séparation avec la famille, le fait de voir des morts violentes autour d'eux, les coups, les viols, ça constitue un traumatisme majeur, et ce pendant plusieurs siècles, plusieurs générations. Moi, je suis convaincue,
il n'y a pas que moi, la psychologie aussi, pense qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est en fait comment des traits peuvent être acquis et même parfois transmis dans notre ADN. C'est ce qui explique par exemple que malgré le fait qu'on descend tous d'Adam et Ève, que les humains n'aient pas le même aspect physique en fait. On s'est adapté à notre environnement avec la mélanine de la peau pour les noirs, les yeux un peu plus bridés en Asie. Dans le cadre du trauma, on peut aussi avoir ce transfert de trauma. On parle de trauma transgénérationnel. Alors attention, ce n'est pas le trauma en lui-même qui est transmis. Je ne pense pas que c'est un noir qui fait des cauchemars ou qui se voit fouetter dans une plantation. Mais c'est vraiment la vulnérabilité émotionnelle ou la sensibilité au stress qui peuvent être transmis, ainsi que ce sentiment d'infériorité, etc. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moins de 200 ans après l'abolition de l'esclavage, il y a encore des choses qui persistent. Alors, je ne suis pas en train de dire que les Blancs, par exemple, sont racistes de génération en génération. Mais par contre, on va avoir encore beaucoup de préjugés. On va encore retrouver ce sentiment de supériorité qui est bien souvent dans l'inconscient collectif et qui découle en fait directement de ce passé esclavagiste et colonialiste. Par exemple, on peut se moquer de l'accent ou du créole en se disant qu'en fait, le créole antillais ou réunionnais, c'est un mauvais français. Donc, on va dire, je ne sais pas moi parler créole. En fait, dans l'inconscient collectif, le fait de parler créole, c'est qu'on parle un mauvais français parce qu'en fait, on n'est pas des vrais français, des choses comme ça. Il y a, par exemple, le noir va être bruyant ou il ne sait pas se tenir. Donc, du coup, on va avoir des difficultés, nous, à accéder à des logements ou à du travail. Du côté des noirs, il y a aussi des choses qui ont été transmises, notamment le sentiment d'infériorité et un besoin plus ou moins inconscient de s'intégrer. C'est vrai que moi, je suis partie d'une génération où on nous a dit il faut que tu fasses plus à l'école, comme disait Olivier et comme tu disais, Fab, en fait. Un peu comme maintenant, on dit souvent que les femmes doivent faire plus, voilà, il faut qu'il y ait plus de femmes scientifiques. En fait, nous, les Noirs, c'est pour tout le monde, quoi. Donc, on va aussi avoir des comportements comme le blanchiment de la peau, comme le fait de ne pas assumer ses cheveux crépus aussi. Voilà. Donc, on a tout ça, en fait, qui ont été transmis. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis environ 10 ans, on assiste à un chamboulement identitaire, à vraiment, je veux dire, la levée d'une génération noire et fière, avec justement le retour des cheveux crépus, le fait d'assumer qu'on est des descendants d'esclaves ou afro-descendants, le retour des vêtements pâles, etc. Et puis on va beaucoup sur les réseaux sociaux, les hashtags Black is Beautiful, des choses comme ça. C'est vraiment une réappropriation de sa négritude. Et c'est particulièrement vrai pour les Antillais, qui ont longtemps nié cette partie de l'histoire. Pendant vraiment longtemps, on refusait de dire qu'on était afro-descendants. Non, nous, on est un métissage des Indiens qui étaient déjà sur place, et puis les colons blancs. On a un tout petit peu de sang africain, alors qu'en fait, voilà, on est directement afro-descendants. Et donc, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, George Floyd, etc., le fait que ce soit filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, ça nous révèle à tous, en fait, noirs comme blancs, à quel point les effets néfastes de la relation dominant-dominé sont encore présents et nombreux. Et la mort de George Floyd n'est pas un cas isolé. Ça, personne ne peut le nier. De plus, il faut savoir qu'il y a des études qui montrent que le fait d'être confronté de manière répétée à de la violence, même à travers un écran, ça peut développer chez certaines personnes des symptômes similaires à celui d'un état de stress post-traumatique. Ça veut dire faire des cauchemars, avoir des conduites d'évitement, avoir des troubles du sommeil, etc. Moi, j'ai des amis qui, suite à la diffusion des images de George Floyd, m'ont dit on fait un break des réseaux sociaux parce qu'en fait, ils n'endormaient plus. Ils faisaient des cauchemars, des choses comme ça, parce que ça devient vraiment insupportable. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, en 2020, alors qu'on est, je peux me dire, enfin, en train de réparer des siècles de sentiments d'infériorité et de confusion identitaire, voir ces images, ça fait remonter et, j'ai même envie de dire, exploser le trauma, cette sensibilité émotionnelle acquise dont j'ai parlé plus tôt. Sauf que maintenant, la génération dit ça suffit. Et donc, c'est tout ça qui, selon moi, explique à la fois l'anxiété, la tristesse, le choc, mais aussi la colère, qui est révélée aujourd'hui au sein de la communauté noire et qui peut du coup surprendre nos amis blancs. C'est tout ça. C'est super ça. Ouais, moi j'avais vraiment aimé ce point quand tu l'avais partagé justement mercredi sur cette idée de transmission de génération en génération, pas forcément du traumatisme subi, mais des effets de ce traumatisme qui engendrent des comportements encore aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, comme tu dis, face à des images qui ont été diffusées devant le monde entier, tout explose, quoi. C'est comme si tu avais une bouteille qui était sous pression depuis des siècles et qui d'un coup a explosé.
Et c'est pour ça que souvent, on se dit, c'est une surprise ou un choc, on se dit, waouh, on s'y attendait pas du tout. Mais comme tu le dis toi-même, je pense qu'on est peut-être à un point central justement où c'est peut-être limite bien que ça explose et que du coup maintenant, on va pouvoir justement entamer ce processus de restauration et de reconstruction et de réappropriation des choses. Et ça va se faire autant les Noirs de leur côté et autant les Blancs de leur côté et les deux ensemble pour faire avancer les choses et voir vraiment le racisme éradiqué. Et donc, merci beaucoup d'avoir mis ces choses-là en lumière au niveau psychologique. Ça nous aide tellement en plus à comprendre les mécanismes qui sont derrière. Et ensuite, je vais maintenant passer la parole à Wendy. Wendy, vraiment, cette idée-là de justice. On pense et on réfléchit et on regarde et on se rend compte que ça serait tellement facile de se tromper de combat pendant cette saison. Et du coup, de se laisser peut-être même, parce qu'on le voit, hein, il peut y avoir de la récupération politique, il peut y avoir des gens qui veulent utiliser ces mouvements simplement dans un but d'acquérir du pouvoir et d'imposer leurs propres opinions et leurs propres idées. Mais en tant que chrétien, on veut se positionner avec cette simple question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à notre place? Et on sait qu'au cœur de ce que Jésus est venu faire ici, c'était une bataille pour la justice et pour l'égalité. On voit des exemples partout dans la parole de Dieu où c'est clairement dit que la justice, c'est la base du trône de Dieu, que Dieu est en faveur et totalement là pour la justice et l'égalité. Et encore une fois, l'exemple de vie que Jésus est venu nous donner, c'était tout pour ça. Donc toi, avec ton vécu, encore une fois, et avec ta formation, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça, par rapport à ce problème, et l'identifier réellement en disant, écoute, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Là, on est tous ensemble et on se focalise sur cette idée que on se bat pour la justice et pour l'égalité des droits. Tu as absolument raison, Fabrice. Je pense que c'est important dans ce débat de voir ce que la Bible dit sur la justice. Et mon verset préféré sur ce sujet, c'est Michée 6,8, qui dit « Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain, faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. » Et là, l'accent, il est sur faire ce qui est juste. Comment est-ce qu'on définit cette idée de justice dans ce contexte biblique? Eh bien, faire ce qui est juste, la justice, c'est agir de manière juste et équitable envers les autres. C'est traiter les autres comme j'aimerais qu'on me traite. On retrouve ce principe dans Matthieu 7,12 notamment. C'est vivre d'une manière à créer une forte communauté où les êtres humains peuvent s'épanouir. Et le pasteur et théologien Tim Keller, dans son livre Justice généreuse, il illustre le concept de justice en utilisant l'image du shalom. Et le mot shalom, c'est un mot qu'on utilise souvent pour dire paix, mais dans son sens originel, c'est beaucoup plus que juste la paix. Le shalom veut dire une réconciliation complète, un état de plein épanouissement dans toutes les dimensions, physique, sociale, émotionnelle et spirituelle. Parce que toutes les relations sont justes, parfaites et remplies de joie. Et donc, quand on pense au shalom, on voit que c'est l'intention de Dieu pour sa création, c'est l'intention de Dieu pour ce royaume, le royaume de Dieu, ce royaume qu'on est en train de bâtir même maintenant. Et donc, si on voit l'idée de ce shalom comme un tissu social où toutes les vies et les relations sont en parfaite harmonie les unes avec les autres, et bien faire ce qui est juste, faire la justice, c'est aller là où le shalom est rompu, où les membres les plus faibles de la société sont en train de tomber entre les mailles du filet, et c'est réparer ce filet. Et donc, retisser le shalom, ça veut dire filer, lasser et presser mon temps, mes biens, mon pouvoir et mes ressources dans la vie et les besoins des autres de manière sacrificielle. Et donc, si je suis réconciliée avec Jésus, si je suis réellement connectée au cœur de Dieu, je m'engage à rendre juste toutes les autres relations dans la vie. Et on voit dans notre société que le racisme, c'est un endroit, un des domaines où le shalom est rompu. C'est un domaine de la société où on constate qu'il y a des problèmes récurrents et systémiques. Et toute personne qui subit le racisme subit une forme d'oppression. Et comme tu l'as dit, Fabrice, on voit dans la Bible, dans plusieurs passages, que Dieu déteste l'oppression. On voit aussi qu'il choisit toujours les personnes marginalisées, il choisit l'opprimé et il aime donner à celles et ceux qui ont été privés par la société.
Et il y a tellement de versets qu'on pourrait lire, mais je vais juste en lire très rapidement deux. Le premier, c'est dans Psaume 82, verset 3, où il est dit « Faites justice aux malheureux et à ceux qu'on écrase par l'injustice. » Wow. Et un autre verset dans le Psaume 103, verset 6, où il est dit « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Et on voit là dans ces passages que Dieu, il choisit l'opprimé, il prend sa défense de manière figurative, mais comme tu l'as relevé, quand Jésus est arrivé sur terre, il l'a fait de manière concrète. Et on voit qu'à plusieurs reprises, il passe outre les traditions racistes qui existaient dans sa société, dans ses interactions avec les différentes personnes. Et on voit notamment dans le passage que je ne vais pas lire, mais que vous pouvez regarder, dans Matthieu 15, 21-28, dans ses interactions avec la femme non juive. Et donc, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, qui bâtit le royaume de Dieu ici et maintenant, je dois veiller à faire ce qui est juste. C'est ma responsabilité de prêter une attention particulière aux personnes qui sont opprimées, aux personnes qui tombent entre les mailles de ce filet, et de m'assurer que je contribue à retisser le shalom là où il est rompu. Et donc, si je suis privilégiée dans cette société, je ne vais plus favoriser les gens sur la base de la couleur de leur peau, sur la base de leur statut social ou sur la base de leurs origines, mais je vais prêter une attention particulière à l'opprimé et je vais être prêt à me désavantager de manière sacrificielle pour inclure et prendre soin de l'opprimé. C'est super. C'est top. Merci beaucoup pour ça, Wendy. J'aime tellement cette idée de shalom que tu as partagée là. Je trouve que c'est tellement pertinent dans la saison dans laquelle on est. Et merci vraiment de renforcer ce fait, comme je disais, que le modèle ultime qu'on a, c'est Jésus. Et tu as raison de le souligner. Lui-même, quand il est arrivé, il a détruit tous les préjugés racistes qui pouvaient exister dans la société dans laquelle il était. Et on a partagé ça avec Pastor Branham cette semaine, mais quand il dit « aime ton prochain comme toi-même », et juste après, quand le chef religieux vient le tenter en lui disant « oui, mais dans ce cas-là, qui est mon prochain ?» On va voir il va dérouler cette parabole du bon samaritain et il va réussir à faire dire aux pharisiens que son prochain, c'est ce samaritain qui pourtant il déteste et vers lequel il fait preuve de racisme. Mais j'aime comment Jésus, à son cœur, avait ça, comme tu dis, une aversion pour l'oppression. Et Jésus, s'il est venu faire une chose, c'est libérer, faire tomber les chaînes, délier les chaînes. Et c'est au cœur de ce Jésus-là que nous, on adore et c'est cette foi-là qu'on professe. Et c'est pour ça qu'on veut se tenir tous ensemble pour cette notion de justice. Parce que c'est ce qui est dans le cœur de Dieu et c'est du coup ce qui est dans le cœur de chacun d'entre nous aujourd'hui. Et merci pour ce que tu as partagé par rapport à ça. C'est juste tellement enrichissant. Et j'aimerais juste du coup rebondir par rapport à ça et revenir vers Roxane et Bidia qui sont des mamans. Et avec cette question très précise, et on aimerait vous poser cette question de comment vous abordez la conversation avec vos enfants, peut-être par rapport aux événements qui se passent en ce moment, tout ce qu'ils peuvent voir, peut-être qu'ils sont déjà conscients et s'en rendent compte, mais au-delà, même comment vous allez inclure dans l'éducation de vos enfants ce qu'il faut faire pour que justement eux grandissent avec cette notion de anti-raciste. C'est-à-dire qu'on ne naît pas raciste. C'est des choses qui se transmettent, comme tu disais Roxane, qui s'apprennent parce que de manière consciente ou inconsciente, on transmet des choses à nos enfants. Mais comment du coup, pour la prochaine génération, s'assurer qu'on fait d'eux des gens qui se tiendront pour la justice, qui seront totalement antiracistes et comment on aborde la conversation de manière concrète par rapport à tous les événements qui nous entourent en ce moment. Peut-être on commence par toi, Roxane. Ok. Du coup, moi, je pense que cette actualité, au final, c'est peut-être la meilleure période pour sensibiliser nos enfants à cette question du racisme, de la diversité et de tolérance. Donc moi, mon fils a 18 mois, donc pour l'instant, je lui en ai pas encore parlé, mais en tout cas, je vais plutôt parler du coup des petits-enfants. Et il faut savoir que jusqu'à 6-7 ans, c'est normal en fait que les enfants réfléchissent en termes de « j'aime » ou « je n'aime pas ». Et on a tendance à cet âge, en fait, à préférer ce qui nous ressemble. L'enfant peut exprimer un rejet de l'autre, mais ça va être à cause de sa couleur de peau, mais aussi de sa taille, du fait qu'il porte des lunettes, du fait qu'il a un cheveu sur la langue, etc. Ils peuvent aussi avoir des questions, des réflexions qui peuvent nous paraître à nous, adultes, racistes, mais en fait, elles ne sont pas volontairement blessantes. Par exemple, un enfant peut faire un raccourci, cet homme est noir, donc il est sale.
ou le marron, c'est sale. Donc, en fait, les noirs sont sales. Ou alors, moi, j'ai déjà vécu, je suis à la caisse et il y a une petite fille derrière moi qui dit « Maman, pourquoi les cheveux d'Adam, ils sont bizarres ?» C'est pas, elle n'est pas en train de dire qu'ils sont moches, c'est juste qu'elle ne connaît pas. Donc, c'est normal, en fait, que les enfants puissent avoir des propos qui nous paraissent racistes, mais c'est vraiment nos projections à nous, parce que nous, adultes, on peut être racistes. En tout cas, ce qui est important, c'est de dire aux enfants que malgré nos différences d'apparence, nous sommes tous humains et que rejeter quelqu'un à cause de sa couleur, c'est blessant et que même c'est interdit par la loi. Et puis, de plus, quand on est chrétien, on peut aussi rajouter que Jésus aime tous les hommes et il nous voit tous comme sa création. Il y a des outils, donc chrétiens ou pas, des livres qui parlent de la diversité. Il y a un livre chrétien qui s'appelle La très bonne idée de Dieu. C'est un livre génial et qui parle du fait que Dieu nous a créés tous différents et que nous sommes tous à son image et que c'était intentionnel. Comme tu disais, un enfant, c'est pas raciste. En tout cas, il n'est pas raciste de nature. Par contre, il peut être influencé par des discours racistes véhiculés soit par l'entourage, mais aussi bien souvent dans des dessins animés ou dans des livres. Par exemple, on peut voir des dessins animés ou des BD où les Asiatiques mangent du riz par terre et ils font du kung-fu. Voilà, c'est ça un Asiatique. Et je pense que ce qui est important, c'est de contrer les stéréotypes en exposant nos enfants à la diversité dans la vraie vie, mais aussi dans les livres et dans les jouets. Je prends l'exemple d'une Barbie noire. La Barbie noire, c'est pas que la Barbie africaine en tenue traditionnelle. On peut aussi avoir une Barbie noire vétérinaire, maîtresse ou même policière. Il faut vraiment arrêter en fait de se dire « Oh tiens, il y a un livre pour les noirs, c'est très bien, les noirs sont représentés. Moi, je prends le livre pour le blanc. » On peut aussi offrir à un enfant noir ou blanc un livre où le héros est noir et puis il joue, voilà, des choses comme ça. Je pense qu'il faut vraiment en fait, en pratique, commencer à exposer notre enfant à la diversité. Super, c'est top. Bidia? Ouais, moi, ma fille est un peu plus âgée puisqu'elle a 16 ans et du coup, et c'est vrai qu'elle a eu à subir des propos de racisme ordinaire un peu dans son parcours scolaire. Et ça a été particulier pour moi parce que j'ai dû lui apprendre donc à aimer ses cheveux, à aimer sa couleur, à aimer vraiment comment elle a été faite. Et là, actuellement, par rapport à tout ce qui se passe, donc elle est sur les réseaux sociaux et puis je voyais qu'elle commençait un peu à basculer plus dans le côté Black Power et puis je suis fière d'être noire et que ça pouvait pratiquement l'amener presque dans un domaine de division. Donc, je pense que c'est très important que nos enfants, en tout cas quand on a une certaine origine, connaissent leur histoire, connaissent leur passé et soient fiers de qui ils sont. Mais notre identité est d'abord en Christ. Donc, il a fallu réajuster le fait que tu es d'abord en Christ, tu es amené à aimer les uns, enfin, que chacun s'aime et de ne pas tomber dans du communautarisme ou de tomber dans un parti identitaire. Donc, elle peut apprécier comment elle est faite, mais de ne pas être dans ce clivage et dans cette division. Donc, c'est vraiment, en tout cas en tant que parents d'adolescents, très important de faire attention aussi à ce que nos enfants ne tombent pas dans un extrémisme au final, parce que c'est quelque chose qui est là, qui parle beaucoup en ce moment et qui peut être très dangereux aussi pour cette génération. Super. Yes. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette idée d'inclure de la diversité dans l'éducation de nos enfants parce que, encore une fois, en fait, tout ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est aussi à déstructurer des schémas de pensée qu'on a et qu'on a hérité peut-être de nos parents ou des gens avant nous. Hein. Mais maintenant qu'on sait, maintenant qu'on est au fait des choses, ça nous permet de déconstruire des pensées ou des schémas de pensée pour les reconstruire de la bonne manière. Et j'aime beaucoup ce que vous avez partagé chacune avec des profils différents et qui s'adressent en fait à toutes les familles et à tous les âges. Donc ça, c'est vraiment top. On va terminer cette conversation avec une dernière question que j'ai posée à mon ami Jean-Louis. Et Jean-Louis, j'aimerais vraiment que tu puisses répondre à cette question qui, pour moi, est le point d'orgue. C'est ce qui conclut toutes ces choses, tout ce qu'on a partagé cet après-midi. Mais simplement de se dire comment on peut aider. Comment, en tant qu'Église, aujourd'hui, dans la situation actuelle, on peut aider. Comment on peut être un allié dans ce combat hein, qui est spirituel en premier lieu, on le sait, mais aussi de manière concrète et en action, comment on peut être un allié noir, blanc, ensemble, contre l'injustice et contre le racisme. Super. Merci beaucoup, Fabrice. C'est vrai que je pense qu'il est primordial que l'Église se positionne dans cette crise parce que je crois fortement que le Seigneur ne nous a pas appelés juste à être en marge des problèmes sociétaux, mais au contraire à se positionner pour la justice. Et j'aime tellement ce passage dans 2 Corinthiens 5:20 qui nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ ». J'aime beaucoup l'idée que l'Église est une ambassade. Et le rôle d'une ambassade,
c'est d'être le porte-voix du pays qu'on représente dans un territoire étranger. Et c'est clairement ce que le Seigneur nous appelle à faire aujourd'hui. Et pour nous, ça signifie donc qu'on doit faire connaître au monde les réponses du royaume céleste que nous représentons. J'aime tellement, Bidia, ce que tu as dit parce que c'est tellement vrai. Parce qu'on voit de plus en plus de personnes, même chrétiennes, qui, à force en fait d'avoir vécu toutes ces choses, à force d'images, finalement basculent dans un côté identitaire, basculent justement dans de la division, et ce n'est pas la réponse que le Seigneur nous appelle à avoir. Et donc, j'ai résumé la réponse à ta question, Fabrice, en 3 points que j'ai nommés les 3 P. C'est très simple. Le premier P, je pense qu'il est tellement important pour nous, c'est la prière. 2 Corinthiens 10, verset 3 nous dit « Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas purement humaines. Et nous comprenons que ce combat n'est pas physique, c'est d'abord spirituel. Nous ne sommes pas en train de lutter contre des hommes ou des femmes, nous sommes en train de lutter contre des entités démoniaques, des entités sataniques. Et je crois vraiment qu'en tant qu'Église, on doit s'unir dans la prière parce que on l'a dit, Olivier l'a rappelé, mais moi, je crois fortement que là où des faux raisonnements, des mensonges ont été implantés depuis des siècles, qui distordent complètement la parole de Dieu et la volonté originelle de Dieu, dont la parole nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et donc, pour déraciner ces pensées qui sont ancrées dans l'intellect de tellement de gens, je crois que ça demande de la prière et l'Église doit se positionner en tant qu'entité de prière. Le deuxième P, c'est le P du pardon. Et moi, il me parle tellement. Parce que je crois qu'en tant que chrétien, le pardon ne nous a pas été donné en option. Parce que Christ, notre modèle ultime, on se souvient de cette image de Jésus à la croix en train d'agoniser parce que des personnes lui ont fait du mal, qui avant de mourir prend le temps de dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et donc, je crois que cette crise a vraiment fait ressurgir, a vraiment montré à la surface combien est-ce que tellement de gens sont blessés. Mais la réponse qu'on doit apporter en tant que chrétien, c'est le pardon. Il faut accepter le pardon, mais je pense qu'il faut également demander pardon parce que si on se retrouve dans cette situation aujourd'hui, c'est peut-être aussi que l'Église n'a pas fait tout ce qu'elle devait faire. J'aime tellement ce passage qui dit dans le psaume 19, verset 13, « Tout le monde fait des erreurs sans le savoir. Pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. » Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sans le savoir, mais le Seigneur nous appelle à demander pardon pour ça. Et le dernier P qui me tient tellement à cœur, c'est le P de la persévérance. Parce que je me pose la question, qu'est-ce qui va arriver quand, dans quelques temps, les médias se seront tournés vers une autre actualité? Qu'est-ce qui se sera passé quand les manifestations vont se tasser un peu? Est-ce que l'Église va continuer à être engagée? Est-ce que l'Église va continuer à parler avec passion de ces sujets-là? Et Galates 4, verset 18 nous dit, « C'est très beau de faire preuve de zèle pour une bonne cause, pourvu que ce soit de manière constante. » Et pour moi, ce P de la persévérance est tellement important. Il faut qu'on persévère dans l'action. Parce que c'est bon de prier, c'est bon d'inviter au pardon, mais je pense qu'il faut passer à l'action. Et pour chacun de nous, en tant que chrétiens, on est des ambassadeurs dans toutes les sphères dans lesquelles le Seigneur nous a emmenés. Et il faut se positionner pour la justice. On est des agents du changement et je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Persévérons dans l'amour, parce que le Seigneur nous rappelle ça. C'est à l'amour que l'on aura les uns pour les autres qu'on verra que vous êtes mes disciples. Et persévérons dans la compassion. Et je pense que c'est tellement important de garder ces 3 P en tête. Le P de la prière, le P du pardon, le P de la persévérance. Et de façon concrète en tant qu'Église, je crois que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Parce que finalement, la réponse se trouve en Christ. Et nous sommes appelés justement à être les porte-voix de Christ partout où on sera. Amen. Amen. Je dis amen à ça, Jean-Louis. C'est génial. Merci. Amen. Tellement excellent, tellement pertinent, tellement concret. Et voilà, les 3 P, on va s'en souvenir. Et je pense que c'est ça maintenant. Maintenant qu'on sait, comme tu dis toi-même, il faut y aller avec la prière, il faut y aller avec cette persévérance comme tu l'as évoqué. Et c'est important qu'on soit ensemble. Comme tu l'as rappelé, c'est tous ensemble, notre identité en Christ et ensemble, frères et sœurs, pour vraiment se lutter ensemble et combattre contre l'injustice et contre le racisme. Amen. Et merci Amen. énormément à chacun pour votre participation à cette conversation et pour chaque chose que vous avez apportée, préparée, qui nous aide encore une fois à mieux comprendre et à mieux nous positionner.
pour la suite. Et je vais simplement rendre la parole pour la conclusion à Pasteur Brennan et Camille, et, alors qu'on termine cette conversation aujourd'hui. Well, we'd just like to really thank everyone for Ouais. contributing then. On voudrait vraiment remercier chacun d'entre vous pour avoir contribué. And Fabrice leading such a great Ouais, conversation. Fabrice, merci à toi pour avoir guidé cette conversation. And just thank you for your contribution. Merci pour ce que vous avez apporté. And, I just really think it's important in this time Et moi, je pense que c'est vraiment important en ce moment to really bring light on this subject. d'apporter cette lumière sur ça. And, it's clear by having this conversation Et c'est clair, en ayant cette conversation, to hear some of the personal accounts de voir à quel point c'est personnel. and so history and wisdom. Il y a cette histoire et cette sagesse. I just totally believe that the gospel of Jesus is full of justice. Et je suis convaincue que vraiment l'évangile de Christ est rempli de justice. And I thank you for helping us. Et je veux vraiment vous remercier de nous aider. And this is a continuing conversation. Et ouais, c'est vraiment une conversation continue. And then I think, like just John Lewis said, the persistence to continue Et comme tu l'as évoqué, Jean-Louis, cette persévérance pour continuer, and to bring light. afin que la lumière elle And- soit apportée. And I love the diversity of our church, Ouais, et j'aime tellement la diversité de notre Église. the value of individuals. Cette valeur de chaque personne. And I think it's important Et donc c'est important that actually we be a voice que nous puissions avoir cette voix and we hear the voice. et d'entendre cette voix. And, this is a season, Et donc cette saison, but obviously this just isn't a seasonal issue. mais on sait bien que ça c'est pas une saison juste d'un moment. And we can see it's touched generations. Et on voit à quel point ça touche les And I générations. just believe we've got to learn more Et je sais vraiment qu'il faut qu'on apprenne and plus. believe that we can make a change, Et vraiment croire qu'on peut apporter un a changement significant global change, d'une importance significative de changement de façon mondiale. and a change in our nations. Et bien sûr, un changement dans nos nations. And just totally believe that racism is dealt with Et de vraiment croire que ce racisme, c'est la fin de ça. and justice Et que cette justice is brought. est apportée. Hey, I'm going to ask, so I want to thank everyone. Ouais, donc je veux tellement remercier chaque personne. And I do want to say, obviously in this season Et oui, et puis bien sûr, je voulais aussi ajouter and in these qu'au conversations, travers de cette conversation, cette saison, this says there's hurt and there can be pain. et clairement, il y a cette souffrance, il peut y avoir toutes ces And like bringing light on any ouais, situation. parce que- alors qu'on amène la lumière là-dessus. And we want to breathe for the love of God. Et on veut vraiment croire pour l'amour de Dieu And I believe God moves. et que Dieu puisse vraiment juste bouger, God helps every single one of qu'il us puisse vraiment nous aider à chacun d'entre nous. in this season. Ouais, dans cette saison. And I'm going to ask Cammy to pray Et donc, il me demande de prier and just believe et de croire that this conversation que cette conversation is going to help va aider and be great fruit. et qu'on va pouvoir avoir du fruit. Amen. 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 On prie ensemble. Dieu, on t'aime, Seigneur, et on veut vraiment te remercier pour cette conversation qui est tellement importante pour toi. Et Seigneur, comme Brennan a évoqué, Seigneur, on veut vraiment croire qu'au travers de cette conversation, il puisse avoir du fruit, que tu Saint-Esprit, tu mettes le doigt là où tu as besoin de mettre le doigt, qu'on puisse prendre du temps, Seigneur, devant toi et que tu ajustes des choses dans notre cœur, Seigneur, et qu'on puisse de façon individuelle, mais aussi collectivement en tant qu'Église, vraiment faire la différence au travers de ton esprit, Seigneur. Tu es un Dieu qui est rempli de compassion. Tu es un Dieu qui est tellement désireux de guérir les plaies. Et là, en ce moment, il y a cette plaie ouverte et qui fait mal. Mais Seigneur, que tu puisses venir par ton Saint-Esprit, venir appliquer ce baume restaurateur et qui est vraiment un changement dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on veut te remercier pour la diversité de notre Église. Et Seigneur, on aime tellement ça. Seigneur, on est reconnaissant pour nous en tant que pasteur, Seigneur, pour notre Église, Seigneur, tellement diversifiée et quelle richesse, Seigneur. Et on veut te remercier pour ton grand amour, pour ce que tu as démontré à la croix, Seigneur. Et on veut vraiment, en tant que tes enfants, Seigneur, grandir dans la révélation de ton amour et à quel point tu
aimes chaque personne désespérément, Seigneur, au point que tu as envoyé ton Fils unique mourir sur la croix, Seigneur, pour les péchés de l'humanité et pour restaurer chaque personne, blanc et noir, Seigneur, dans toute la terre, le monde entier, toutes les générations, afin qu'elles te connaissent et qu'elles viennent à toi, Seigneur. Et je veux vraiment prier, Seigneur, que pour le salut, Seigneur, pour le salut, qu'on puisse venir à toi et que ces personnes viennent à toi. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'elles voient, Seigneur, l'amour que nous portons les uns pour les autres, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu de justice. Et Seigneur, qu'on puisse grandir là-dessus, qu'on puisse avoir une oreille attentive, Seigneur, et marcher par l'Esprit. Merci, Seigneur. Merci de nous conduire. Tu nous conduis. On est attentif à ce que tu es en train de faire, Seigneur. Mais c'est encore pour toutes les personnes qui ont partagé dans cette conversation. Et toutes les autres, Seigneur, qui écoutent dans cette conversation. Saint-Esprit, on s'en remet à toi, Seigneur, on t'aime de tout notre cœur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Amen.